Élise de la Roche-Brochard, qui est chercheure à l'Institut national d'études démographiques INED, et donc moi, Virginie Rosé, de l'INED également. Donc, on est toutes là pour répondre à toutes vos questions sur l'accès à la PMA en France. Et les questions, vous pouvez les inscrire directement en ligne et elles sont recueillies par Aurélien Muret, qui est notre sorte de manager technique de ce live. Et donc, justement, Aurélien, il y a déjà des questions? Non, toujours pas, mais les gens vont arriver. On peut peut-être présenter un peu plus précisément chaque association et puis Tout à fait. le pourquoi de cette soirée, de ce live au sujet de l'enquête AMP Sans Frontières et puis des interventions des différentes associations. Ah bien, vas-y, commence. Ah, bon. Non, mais je veux bien faire la politesse à Catherine ou à Constance, donc il n'y a pas de souci. Je peux commencer si vous voulez. Alors, vas-y. Donc moi, je suis membre du collectif, cofondatrice et membre du collectif Famille, qui est un collectif qui a vu le jour en 2020, donc essentiellement au moment du Covid. Donc pour le moment, on a un collectif qui travaille beaucoup en visio et étalé un peu sur toute la France. Mais on a créé des événements qui nous permettent de nous relier alors entre nous, on va dire, membres du collectif et surtout avec l'intégralité des personnes qui ont des familles aux parentalités alternatives, on va dire. Et depuis donc 2020, on a donc l'événement en question qu'on a réalisé l'année dernière et qui a lieu à nouveau cette année, c'est le Family Pride Festival. Donc le projet, c'était vraiment de connecter, le collectif de base, c'est de connecter, faire rayonner et soutenir les familles. Donc on agit moins pour le moment en amont, donc sur la création de la famille. Nous, on arrive plus en aval, en fait, pour pouvoir aider dans le quotidien des familles, une fois qu'elles sont déjà créées. Voilà. Et donc l'événement en question, c'était le Family Pride Festival qui a eu lieu l'année dernière en avril, qui a réuni près de 1000 personnes sur un week-end et qui aura lieu cette année à nouveau en mai sur la Cité Fertile à Paris, donc le 20 et 21 mai, et on pense réunir plus de monde, on espère en tout cas, mais vous êtes les bienvenus. Voilà pour le collectif. Alors pour la PGL, donc Catherine Clavin, je suis coprésidente de la PGL et donc la PGL, c'est l'association des parents et des futurs parents gays et lesbiens, qui est une association qui a plus de 35 ans aujourd'hui, qui est assez âgée, on va dire, et qui œuvre pour que les familles homoparentales soient évidemment reconnues socialement et juridiquement dans la société. Nous sommes une association, on va dire, totalement mixte, autant de femmes que d'hommes, évidemment. Et nous sommes investis notamment dans tout ce combat pour l'ouverture. Nous nous sommes investis pour l'ouverture, évidemment, de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Donc, on a cette expertise depuis quelques années. Voilà, et évidemment, nous sommes une association de parents et de futurs parents, et l'objectif est aussi bien de pouvoir créer nos familles et de faire en sorte qu'elles s'intègrent, et puis, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y ait une reconnaissance sociale de ces familles-là. Donc, on est là avant le projet parental, et puis ensuite, évidemment, dans le quotidien de ces familles-là. Voilà. Super. Alors, l'association collective BAMP, donc c'est une association que j'ai créée en 2013 suite à un parcours d'AMP en France et à l'étranger, qui a pour objectif de témoigner, d'informer et d'agir sur tous les sujets relatifs à l'infertilité, l'assistance médicale à la procréation, le don de gamètes, la préservation de la fertilité, et puis aussi tout un pan qui s'organise autour de l'accompagnement et le soutien des personnes en parcours d'AMP, donc qu'elles soient au début du parcours, au milieu du parcours ou sorties du parcours avec ou sans enfants. Et c'est vrai que notre action se concentre sur l'AMP en France, avec pour objectif principal de pouvoir améliorer la situation, à la fois en termes
d'ouverture de l'AMP, ça c'est quelque chose qu'on a défendu depuis la création de l'association, mais aussi surtout les aspects d'amélioration des techniques, d'amélioration de la qualité de la prise en charge dans la relation entre les patients et les professionnels. Et sur le sujet qui nous rassemble ce soir, nous on a, depuis la création de l'association, on a un dossier qui s'appelle AMP en Europe, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est là pour essayer d'expliquer aux gens ce qui se passe quand on va à l'étranger, donc à la fois les démarches administratives qu'on a à faire, mais aussi la posture qui change, puisque quand on est en France, on est un patient, on est pris en charge dans le cadre d'une ALD à 100%, on va à l'hôpital, et quand on va à l'étranger, on devient client des cliniques qui nous accueillent et qui nous accueillent très bien, parfois mieux qu'en France. Et ça, c'est des fois pas forcément très simple de passer d'un état à l'autre. C'est-à-dire, je suis patient en France, je suis pris en charge, je n'ai pas de frais à dépenser en dehors des dépassements d'honoraires, évidemment. Et je dois aller à l'étranger, et là, je dois payer. Et souvent, ça peut être compliqué, complexe. Il y a des gens même qui n'ont pas envie, qui n'y arrivent pas, et qui préfèrent attendre de pouvoir accéder à l'AMP en France avec des délais très longs, plutôt que de faire une démarche à l'étranger. Donc, il y a un vrai besoin d'information, d'explication, de soutien, d'accompagnement. Et puis, il y a un vrai besoin de comprendre, justement, de comprendre ces déplacements, de comprendre pourquoi les gens sont obligés d'aller à l'étranger, pourquoi les gens choisissent d'aller à l'étranger, et ce que ça implique. Parce qu'ensuite, nous, on peut aussi défendre des points de vue auprès des politiques. Voilà. Donc, c'est le travail que fait l'INED, en tout cas, qui a commencé déjà en 2017 ou 2018 avec la première préétude. Ça a toujours été un objet sociologique important pour nous, parce que je trouve que ça donne un éclairage sur cette situation qui est vécue comme ça, un peu sous les radars. Et je pense qu'à la fois la population française, à la fois les décideurs politiques ont besoin de connaître la réalité de cette situation. Ça fait le lien justement, Élise, je te laisse peut-être parler de l'enquête que nous sommes en train de mener à l'INED. D'accord. Donc, merci à toutes. Peut-être juste pour expliquer, donc Virginie et moi, nous sommes chercheuses dans un institut public, l'INED. Et donc, nous, notre métier, c'est de produire de la connaissance là où il y en a besoin pour la société, comme disait Virginie. Et ça fait plusieurs années qu'on travaille justement sur cette question de l'accès à la parentalité pour toutes et tous. On avait mené une première enquête sur les personnes qui résident en France et qui partent à l'étranger pour accéder à la PMA. Et on avait eu la surprise finalement de découvrir que c'était un mélange de personnes extrêmement différentes, avec certaines personnes qui ne pouvaient pas accéder à la PMA en France parce qu'elles n'avaient pas le droit d'y accéder, en particulier les femmes seules ou les couples de même sexe, par exemple, mais également des gens qui auraient pu accéder normalement à la PMA en France et puis qui n'y arrivaient pas. En particulier les personnes qui étaient en demande de dons d'ovocytes, par exemple. Donc là, Constance, Virginie et puis Catherine nous ont un petit peu balayé ces profils. Et donc là, actuellement, avec Virginie, on a lancé une grande enquête avec l'idée pour la première fois d'avoir vraiment des informations sur ces parcours, de comprendre ce qui se passe, parce que lorsqu'on a discuté de la loi de bioéthique, la dernière, on a été auditionné avec Virginie par les parlementaires qui nous ont posé des questions et nous, on n'avait pas de réponse.
Ils nous ont demandé combien de personnes partaient à l'étranger pour essayer de comprendre un petit peu ce phénomène et les parcours. Et c'est vrai que on n'avait pas de réponse vraiment à leur donner. Et il est important de pouvoir apporter des réponses pour comprendre ce qui se passe actuellement en France, comprendre l'implication de la nouvelle loi et peut-être aussi commencer à réfléchir aux évolutions qui pourraient peut-être être nécessaires dans le futur. Donc, dans ce cadre-là, l'idée de cette enquête, c'est de mettre à disposition sur Internet un questionnaire que toutes les personnes concernées peuvent venir remplir. Donc, vous trouverez l'adresse de ce questionnaire sur notre compte Insta. Et puis, j'imagine qu'Aurélien le mettra également à la fin de ce live. Donc, si vous êtes concerné, vous n'hésitez pas. On compte sur vous pour participer à l'enquête. On a absolument besoin d'avoir des réponses nombreuses et également d'avoir des profils extrêmement différents qui répondent à l'enquête pour pouvoir apporter de la connaissance sur tout ce qui se passe dans les différents parcours. Alors, juste peut-être un mot pour expliquer du coup qui y a autour de ce live. Alors, comment on fait pour construire une enquête scientifique? On s'appuie évidemment sur nos connaissances et sur des outils méthodologiques qu'on développe, en particulier avec les ingénieurs qui travaillent également à l'INED. Mais on a besoin d'ancrer l'enquête, je dirais, dans la réalité de ce qui se passe et de prendre en compte le parcours des gens pour pouvoir proposer un questionnaire qui est, je dirais, pertinent et qui correspond bien à vos parcours. Et pour faire ça, on a besoin des associations. Et c'est finalement l'apport absolument indispensable de Catherine, de Virginie et d'autres personnes qui ont participé à la construction de cette enquête, qui ont travaillé avec nous depuis, je pense, au moins 3 ans. Et vraiment, elles sont d'un apport absolument indispensable. Elles nous ont aidé à penser le questionnaire, elles l'ont testé. Et c'est avec ce travail en commun entre l'équipe de recherche et puis toutes les associations qu'on a pu produire ce travail dont on espère qu'il pourra apporter des connaissances nouvelles pour tout le monde. Alors justement, on a eu des questions aussi via message privé du coup, dont une. Peut-on rapatrier des embryons, gamètes, congelés à l'étranger, du coup les rapatrier en France? Je vous laisse y répondre. Qui veut répondre, Catherine? Oui, je peux répondre à cette question. Alors, c'est possible, effectivement, d'importer et d'exporter, en fait. Hein. C'est les 2 points qui sont importants. On se contente pas d'importer. Enfin, on n'a pas simplement la possibilité d'importer. On peut aussi exporter ces embryons ou ces gamètes, mais sur autorisation, après un avis, un accord de l'Agence de biomédecine. Donc, c'est quand même soumis évidemment à une vérification et notamment au fait que ces embryons vont être utilisés pour un parcours de parentalité qui a commencé ailleurs que là où il doit se terminer. Enfin, je pense que résumer simplement, peut-être on peut, Virginie, étayer un petit peu la chose, mais globalement, voilà la réponse à cette question-là et ça peut être intéressant effectivement. Parce qu'aujourd'hui, on a une PMA donc, qui est ouverte à d'autres personnes que les couples hétéros et donc à toutes les femmes, et que les femmes en couple notamment qui ont commencé des parcours à l'étranger peuvent théoriquement les terminer en France, ce qui peut être intéressant d'un point de vue évidemment d'abord de prise en charge, encore que là se poserait une autre question qui est la prise en charge de la fin de parcours, je dirais. Et puis par évidemment souci de confort, bien évidemment, c'est quand même beaucoup plus facile de terminer chez soi un parcours de PMA qu'on aurait commencé à l'étranger. Mais ça vaut également pour l'exportation. Voilà. Donc, c'est possible, mais il faut demander les autorisations nécessaires à l'Agence de biomédecine. Voilà.
Oui, il y a sur le site de l'agence, il y a tout un espace où ils expliquent les articles de loi qui font référence. Il y a un espace où vous avez le dossier à télécharger. Et si ma mémoire est bonne, il faut que ça passe par un centre d'AMP, c'est-à-dire qu'on ne peut pas soi-même faire remplir la démarche, enfin le document, mais il faut que ça soit dans le cadre de rendez-vous avec des spécialistes de l'AMP pour que les gamètes arrivent quelque part. Voilà. Vous n'allez pas les recevoir par la poste, donc ça doit vraiment s'inscrire dans un parcours. Alors l'autre difficulté, c'est que, vous devez le savoir, mais là les centres d'AMP sont complètement sous l'eau parce que voilà. Donc les délais sont très longs. Donc si vous avez ce projet-là, je pense qu'il ne faut vraiment pas tarder à s'adresser à un médecin spécialisé pour pouvoir commencer les démarches rapidement. Pas se dire, tiens, dans un mois, je voudrais faire ma tentative avec les gamètes ou les embryons que j'ai à l'étranger. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment anticiper la démarche. Oui, et c'est très juste ce que tu dis, Virginie, sur le fait qu'il faut que ça aille évidemment entre les mains d'un médecin ou d'un centre, et non pas évidemment entre nos mains. Voilà. Donc il y a quand même cette vérification-là, évidemment, et cette destination des embryons et des gamètes. Et puis effectivement, je me permets juste d'ajouter que je rebondis sur le fait qu'effectivement les centres d'AMP sont sous l'eau. En fait, rien que pour avoir un premier rendez-vous, on peut attendre plusieurs mois. Et donc, si le projet il est de relancer un parcours en France, ça ne va pas se faire dans les 3, 4, 5 mois à venir. Clairement, parfois, c'est entre 6 et 9 mois pour avoir un premier rendez-vous qui est juste une prise de contact. Donc, clairement, le projet est complètement différent. Donc je vais rebondir là-dessus avec une autre question qui nous avait été posée. Alors où et comment on pourrait avoir des informations solides sur ce qu'il est possible de faire en France et en étranger, en tout cas en France, comment faire pour obtenir ces informations et être bien dirigé? Vous pouvez passer par nos associations. Oui, voilà. Oh, excuse-moi, Constance. Non, pardon. Effectivement, ce qui est difficile, c'est que pour le moment, l'Agence de la biomédecine n'a pas encore permis, c'est pas qu'elle n'a pas permis, c'est que actuellement les sécos ne sont pas encore uniformisés et homogénéisés au niveau des process. Donc globalement, d'un sécos à l'autre, la réponse ne sera pas la même. Donc oui, on peut passer par nos associations parce que nous, on recueille un certain nombre de témoignages qui nous permettent d'avoir des réponses qui sont valables aujourd'hui, mais qui seront peut-être plus valables demain ou qui étaient valables hier. Donc globalement, oui, nos assos et aussi le site de la biomédecine et le sécos vers lequel vous voulez vous diriger. L'Agence de biomédecine fait actuellement une grande enquête censément une grande enquête sur les premiers retours d'expérience depuis l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Et on reçoit évidemment des informations puisque nos assos en général participent, ils sont actrices presque de cette enquête. Donc on commence à avoir les premières informations, on va dire de manière un peu globale, un peu généralisée. Et c'est vrai que pour toutes nos assos qui ont des antennes régionales, évidemment, on recueille, comme le disait Constance, des informations en live, en temps immédiat, et qu'il faut à la fois qu'on analyse et puis surtout qu'il faut qu'on réactualise en permanence. Donc c'est vrai que là aujourd'hui les parcours de PMA sont relativement longs, et si on écoute d'ailleurs ce que nous dit l'Agence de biomédecine, on est sur des délais qui varient entre 15-16 mois et parfois plus d'une trentaine de mois. Donc c'est relativement long. Il faut que les gens aient conscience, c'est que les associations sont partie prenante des instances de réflexion de l'Agence de la biomédecine, que depuis septembre 2021, on participe aux réunions du comité de suivi de la loi. Et ce comité de suivi de la loi regroupe donc les associations représentatives, les représentants des sociétés savantes, des représentants de la DGS, des représentants de la DGOS, des représentants du CNSE, c'est Centre national de soins à l'étranger, des représentants de l'Agence de la biomédecine. Et l'objectif, en tous les cas pour les associations, c'est de faire remonter ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'il y a en France un grand décalage entre la loi
la loi a été votée, août 2021, ouverture de l'AMP pour toutes les femmes. Sauf que dans la réalité, nous, hétéros, entre guillemets, on avait déjà l'expérience des centres, des sécos notamment, qui imposent des délais qui ne sont pas humains. Donc, ils imposaient déjà des délais qui n'étaient pas humains et aussi des critères qui, d'un centre à l'autre, sont très variables. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a toujours essayé d'améliorer, mais on n'a jamais réussi. Et on continue à essayer de le faire dans le cadre. Là, il y a eu suite au vote de la loi, il a fallu actualiser le guide des bonnes pratiques. Donc, le guide des bonnes pratiques, c'est un document qui fait que les professionnels, les professionnels doivent faire référence à ce guide des bonnes pratiques. Et on a essayé d'introduire cette question de l'harmonisation des pratiques. Sauf que là, moi, je constate qu'avec les retours que les patientes et les patients nous font du terrain, eh bien, les pratiques ne sont pas harmonisées. Et pire que ça, il y a des critères qui sont imposés par certains centres qui sont même en dehors du cadre de la loi. Donc ça, c'est pas acceptable. Et on a vraiment, nous, on fait remonter. C'est-à-dire, on fait remonter au niveau du comité de suivi de la loi, au niveau de l'agence de la biomédecine, en direct, parce que si on a une situation qui nous arrive, eh bien, on essaye de, voilà, comme disait Catherine, de comprendre et de bien positionner les choses, mais en direct, on le transmet à l'agence de la biomédecine. Et là, la semaine dernière, on a eu une réunion pour préparer le prochain comité de suivi de la loi, où là, voilà, on a fait remonter. Tel centre ne respecte pas les critères, tel centre ne donne pas de rendez-vous, tel centre, voilà. Et ces éléments-là sont remontés donc au niveau du ministère pour qu'on essaye d'améliorer la situation sur l'ensemble du territoire pour que les parcours d'AMP soient moins longs, pour que toutes les femmes qui ont besoin, qui souhaitent avoir recours à une AMP ou à une autoconservation de leurs gamètes puissent le faire, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des femmes à qui on ne donne pas de rendez-vous parce qu'elles disent au téléphone j'ai tel âge et je suis seule, eh bien, on ne leur donne pas de rendez-vous. Ou j'ai tel âge et je veux autoconserver mes gamètes, eh bien, on ne leur donne pas de rendez-vous. Et on leur dit gentiment d'aller à l'étranger ou on ne leur dit rien du tout. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et le rôle des associations, c'est de rassembler tout ça et de faire, de le signaler pour essayer de trouver des solutions pour que cette situation s'améliore. Parfait, et ça répond en plus à une des questions juste avant qui avait été posée. L'ouverture de la PMA aux couples lesbiens est-il une des causes des bouchons qu'il y a dans les centres et donc du coup cette difficulté de prendre en charge? Je peux je me permets, en fait, c'est difficile de se positionner en disant que l'ouverture de la PMA aux couples de femmes aurait pu provoquer des bouchons parce que c'est quelque chose qui a quand même été anticipé, calculé, analysé, préparé avec les associations en amont. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de bouchons puisque tout aurait dû être mis en place en amont pour que ces bouchons n'existent pas. Il s'avère que, outre les couples de femmes, la PMA était aussi ouverte aux femmes seules et que cette donnée-là n'a pas été suffisamment bien prise en compte et qui actuellement, l'agence de la biomédecine est relativement surprise du nombre de femmes seules qui se lancent en parcours en France. Donc, a priori, probablement que l'ouverture au global n'a pas été finalement bien calibrée. Alors, si je peux compléter juste 2 secondes, mais il y a eu effectivement, enfin, on a l'impression qu'il y a eu une évaluation qui n'a pas été correcte, mais justement, il n'y avait pas de données qui permettaient d'estimer le nombre de personnes potentiellement concernées. Donc, il y avait déjà, avant cette nouvelle loi, un manque de statistiques, un manque d'études qui permettent justement de savoir, avec cette loi, combien il y allait y avoir de patientèles en plus. Donc voilà, déjà, enfin voilà, ce manque de données a déjà induit des difficultés bien en amont, quoi. Virginie, je te laisse la parole. Alors moi, je serais encore plus critique que Constance, c'est-à-dire que les choses ont été annoncées, c'est-à-dire que
avant la loi de bioéthique, il y a eu les états généraux de la bioéthique, où déjà on a commencé à dire attention, la situation aujourd'hui sur le terrain, c'est ça. C'est des délais très longs pour accéder aux dons. C'est très peu de donneurs de sperme. C'est des critères, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des centres qui mettent des critères d'exclusion qui ne sont pas dans la loi. Et ensuite, quand on a discuté de la loi de bioéthique, nous, les associations, on a fait des propositions. Et les professionnels aussi ont fait des propositions. Une des propositions, c'était de permettre que les 101 centres d'AMP qui sont autorisés en France à faire de l'AMP puissent accueillir toutes les femmes, que ce soit pour l'autoconservation des gamètes par choix, que ce soit pour le don de gamètes, que ce soit pour l'AMP intraconjugale des couples hétéros. Et il y a eu des choix politiques qui ont été faits de réserver l'activité de don de gamètes et d'autoconservation aux seuls 31 centres publics ou sécos. Alors, ils ne sont pas tous sécos, mais en tous les cas, la majorité sont des sécos. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qu'on a dénoncé pendant les 3 ans et demi de débat, qu'on continue à dénoncer, parce que ce n'est pas acceptable que quelqu'un puisse penser qu'aujourd'hui, il y a des bouchons parce qu'on a ouvert l'AMP pour toutes. Mais par contre, il y a des bouchons dans les centres d'AMP parce qu'il y avait déjà un déficit de professionnels, de centres adaptés et puis de donneurs et de donneuses, et qu'en plus, les politiques, donc que ce soit les parlementaires ou le gouvernement, ont refusé de répartir l'ensemble de la file active des nouvelles patientes sur l'ensemble des centres autorisés en France. Donc évidemment, quand vous connaissez l'état de la santé publique en France et que les sécos sont dans les centres publics et qu'il y a 31 sécos en France qui peuvent faire du don de sperme, si on parle de l'AMP pour les femmes seules ou pour les femmes en couple, et aussi pour les hétéros, évidemment, eh bien, ce n'est pas la même chose que si vous avez 101 centres. Donc, évidemment, il y a une concentration des patientes sur quelques centres, et ça, c'est pas acceptable, et c'est quelque chose qui même, qui nous a mis en colère pendant longtemps et qui reste incompréhensible. C'est comme si on avait mis en place le droit, mais qu'en pratique, on mettait tout en œuvre pour que ça ne puisse pas bien fonctionner, ce qui est fort regrettable pour tout le monde, pour les professionnels, pour les patientes, pour les patients sans eux, et voilà. Donc, à vous écouter, excuse-moi Aurélien, à vous écouter, on comprend pourquoi malgré la loi, en fait, il y a des recours qui sont toujours à l'étranger face à ces longues listes d'attente. Virginie, tu parlais de non-respect des critères aussi qui avaient été fixés. Donc, on imagine très bien du coup pourquoi les personnes recourent à une aide médicale à la procréation à l'étranger. Oui, pour obtenir plus rapidement un don de sperme, pour obtenir plus rapidement un don d'ovocytes ou pour obtenir plus rapidement une grossesse pour les personnes qui, par exemple, ont besoin d'un DPIA, donc d'un diagnostic des embryons. Eh bien, c'est interdit en France, c'est autorisé dans la quasi-totalité des pays européens. Donc ça aussi, c'est quelque chose... eh bien, pour obtenir rapidement une grossesse ou rapidement un diagnostic aussi, parce que le DPIA permet de donner un diagnostic sur la qualité des embryons, les gens vont à l'étranger. Mais ils y vont, comme on disait au début, par choix, par dépit, mais aussi parce que tous les médecins leur disent d'y aller. Tous les médecins leur disent mais allez à l'étranger, ça ira plus rapide, ça sera plus rapide parce que là vous avez les délais sont trop longs. S'il faut attendre 2 ans, alors que par ailleurs on dit aux femmes attention, l'âge c'est très important, et en même temps il n'y a pas les moyens sur le terrain aujourd'hui en France de prendre en charge convenablement les femmes. Là il y a des centres parisiens par exemple, ils ont reçu des demandes de prise en charge qui sont 2 fois plus nombreuses que l'activité ordinaire qu'ils avaient l'année précédente. Et il n'y a pas eu... Alors oui, le gouvernement va dire oui, il y a eu plus de 8 millions d'euros qui ont été donnés, mais à répartir sur tous les centres. Donc vous embauchez une secrétaire. Ici, là, vous embauchez
peut-être un biologiste, mais les biologistes, on ne les trouve pas non plus comme ça. Il faut des gens formés, il faut des gens spécialisés. Donc, il y a comme disait Constance, il y a une impréparation, mais c'était annoncé. Parce que la PMA pour toutes, ça n'est pas apparu en 2018. C'est un long combat. Et donc, c'était évident qu'il y avait besoin de vraiment tout mettre en œuvre positivement. Sauf que là, il y a eu des choses qui se sont faites. Et puis, en plus, il y a des reculs. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire de l'AMP en France. On pouvait faire des ponctions après 43 ans. Et là, la loi, elle a dit maintenant, c'est fini. La dernière ponction, c'est 43 ans. Et si vous avez congelé des gamètes ou des embryons, on pourra faire quelque chose jusqu'à 45 ans. Mais, sauf que médicalement, les inséminations au-delà de 43 ans, je ne pense pas que vous allez trouver beaucoup de médecins prêts à faire ça parce que ils sont pas, médicalement, ils sont pas d'accord avec ça. Oui, il y a les limites d'âge et puis notamment, puis il y a aussi l'accès à des techniques qui ne sont toujours pas permises. Et notamment, on pensera pour les couples de femmes à la ROPA, donc c'est la réception des ovocytes par la femme qui va accoucher, donc les ovocytes de la partenaire. Et donc ces techniques-là qui sont toujours pas autorisées, qui sont tout à fait accessibles en Espagne, au Danemark, au Portugal, évidemment, peuvent également, en tout cas pour les couples de femmes, être un critère de départ à l'étranger, de recours à l'étranger à la PMA. Et puis au-delà de ça, je vais ajouter un point de détail qui est très important à mon sens, c'est que le critère d'anonymat du donneur va faire qu'on va continuer à aller à l'étranger en fonction du choix qu'on fait autour de l'anonymat du donneur. Et ça, aujourd'hui, en France, la levée de l'anonymat, alors c'est encore assez flou sur les étapes, mais globalement, depuis septembre, les donneurs ne sont plus anonymes, ils sont devenus semi-anonymes. On nous dit que justement, ça n'a rien freiné, que tout le monde est OK avec ça, que la plupart des donneurs ça a été anticipé et ils ont été prévenus. En réalité, sur le terrain, ce n'est pas ce qui se vérifie. Du coup, pour rebondir là-dessus, on a une question de Matt dans le chat. Du coup, bonjour, où en sont les CEJOS concernant le choix de gamètes anonymes ou non anonymes? Alors, le don reste anonyme, mais c'est l'accès aux origines qui est permis aux enfants aux 18 ans. Pour autant, évidemment, les futurs parents ne connaîtront jamais le donneur et à l'inverse, le donneur n'aura pas de connaissance des personnes auxquelles ils font les dons. Donc ça, c'est un point qui est évidemment important. Aujourd'hui, la question aujourd'hui est celle de savoir si on va bénéficier, si à l'instant on peut bénéficier effectivement du nouveau régime, c'est-à-dire de donneurs qui font un don en sachant que leur don est certes anonyme, mais qu'il y aura un accès aux origines. Et donc c'est l'effectivité de l'accès aux origines pour les enfants qui vont être conçus à partir d'aujourd'hui, alors que la loi a été promulguée depuis maintenant plus d'1 an. Aujourd'hui, on utilise toujours le stock des anciens donneurs, de ceux qui ont donné avant la promulgation de la loi, et on est toujours dans l'attente d'un décret qui va donner le top départ, évidemment, des procréations médicalement assistées qui vont être réalisées avec les dons qui auront été réalisés post-loi. Voilà, donc à l'instant, là, on utilise les anciens stocks. On demande censément à ces anciens donneurs s'ils sont d'accord pour que l'enfant accède l'enfant qui va être conçu aujourd'hui accède à ses origines, à sa majorité. Mais s'il n'y souscrit pas ou s'il n'est pas recontacté ou s'il n'est pas contacté, eh bien l'accès aux origines ne sera pas effectif, alors que la loi est promulguée depuis plus d'1 an. Donc voilà, on attend un décret pour qu'il y ait un top départ effectivement de l'utilisation des gamètes des donneurs post-loi. Et du coup, sur cette transition, est-ce qu'on a le droit de dire non, moi je veux absolument un donneur pour lequel mon enfant aura accès à des informations? Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui d'exiger ce genre de don, ou c'est un tirage aléatoire On a le droit de le dire et on a le droit d'entendre rendez-vous dans... Voilà, rendez-vous plus tard. C'est absolument pas autorisé, ouais.
Non, là, on n'a pas le choix. Hein. C'est une décision, hein, c'est ce que je disais. Hein. Il faut qu'il y ait un décret qui normalement devrait être peut-être déjà paru, ou en tout cas qui est à paraître, et qui permettra l'usage des dons, des nouveaux dons. Mais non, on n'a pas le choix. Donc là, aujourd'hui, si on part dans un parcours de PMA, eh bien, c'est en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'on aura un donneur ancien régime, entre guillemets, mais qui peut être appelé et qui peut souscrire effectivement à ce que l'enfant ait accès à ses origines. Les donneurs et les donneuses sont invités à se manifester auprès de la CAPAD, qui est la commission d'accès pour les personnes nées d'un don. Et donc, voilà. Mais on avait indiqué qu'il aurait fallu qu'il y ait plus de publicité qui soit faite autour de cette possibilité, mais moi, je n'ai pas vu passer grand-chose sur cet aspect-là. Après, le projet est qu'aux 18 ans de l'enfant, si l'enfant souhaite effectivement, donc là pour les donneurs qui donnent maintenant ou qui ont donné juste avant 2022, donc juste avant le changement de régime, les enfants pourront toujours faire la demande en fait d'avoir l'accès à leurs origines. Cette demande, elle sera remontée au donneur et le donneur dira oui ou non en fait. Et il sera rentré du coup dans ce fameux registre. Mais du coup, on n'a pas de visu avant les fameux 18 ans. Donc dans 18 ans, on saura si oui ou non ces donneurs qui n'auront pas su peut-être qu'ils pouvaient lever ou pas leur anonymat. Mais en tout cas, on saura dans 18 ans, enfin ces enfants-là pourront peut-être savoir dans 18 ans si ils auront l'accès à leurs origines ou pas. D'accord, merci beaucoup. Alors, on a une autre question dans un autre registre. Une saisine de la part de Hélène, une saisine de défenseurs des droits conjointe par les différentes associations est-elle envisagée en rapport avec le recensement des disparités / discriminations territoriales? Question bien pointue. Hein. Alors, je ne sais pas qui se lance. Bon, en tout cas, c'est pas d'actualité. Enfin, c'est pas quelque chose dont on a discuté. On est plus en phase, toujours un peu en phase de test, en phase de remontée des premières expériences, qu'en mode saisine du DDD. Voilà. Enfin, là, tout de suite, maintenant, ça semble pas être dans nos projets immédiats. On a besoin de collecter correctement les informations, de les remonter, de voir si y a des changements qui s'opèrent du fait des remontées que l'on fait. Et puis on est bien conscientes toutes et tous qu'il y a une période d'adaptation évidemment de tout le monde. Mais Virginie, tu parlais des remontées justement qui étaient faites à l'agence de biomédecine, mais qu'est-ce qu'ils en font en fait de ces remontées quand il y a des cas de non-application de la loi ou plus clairement dit de discrimination? Alors ils interpellent directement les centres quand on a une identification précise du centre et avec généralement un écrit, c'est-à-dire que c'est difficile de dire on m'a dit que tel centre n'avait pas donné de rendez-vous. Il faut avoir une réponse écrite du centre qui dit bah voilà, on vous donne pas de rendez-vous ou voilà, et ça on n'en a pas tout le temps. Donc comme disait Catherine, c'est pas forcément simple parce que oui, on peut faire des démarches, mais il faut que ça puisse aboutir. Et pour que ça puisse aboutir, il faut que ça soit validé, légitime et qu'on ait des choses concrètes et pas juste on m'a dit que, même si nous, en tant qu'association, évidemment, quand on a des patients directement concernés qui nous racontent toute leur histoire avec tous les détails, évidemment qu'on les croit. Mais après, il faut passer l'étape de l'association où là, il faut des preuves. Alors moi, je suis pas experte, hein, Catherine, c'est toi l'experte du droit, des preuves et tout ça, mais on a voulu, nous, fin de l'année dernière, comme on voyait que ça ne réagissait pas, on s'était dit on va faire une pétition. Voilà, avec tout ce qui va pas. Sauf que c'est toujours difficile ces pétitions parce que finalement, nous, on est très concernés par notre sujet, mais ça concerne globalement un petit cercle de personnes. Et donc, c'est difficile d'avoir une pétition qui a une grosse ampleur pour avoir un impact important. Donc, on ne l'a pas faite. Et par contre, on a eu, par toutes les actions qu'on fait au quotidien,
on a su des choses et on s'est dit, il faut qu'on travaille plutôt au niveau du ministère, qu'on leur réexplique les choses, qu'on ait des rendez-vous et qu'il y ait quelque chose qui se passe à ce niveau-là et pas juste en termes, voilà, on revendique, on n'est pas content, ça va pas, mais plutôt essayons d'être constructifs et voilà, les retours sont pas bons. Voilà tout ce qui dysfonctionne. Comment vous, en tant que ministère en charge de l'application de la loi de bioéthique, et nous, ce qui nous a été dit, c'est qu'il y a une volonté de renforcer et de stabiliser la loi. Là, on leur dit, oui, mais sauf que sur le terrain, ça ne marche pas et c'est compliqué et voilà toutes les difficultés que rencontrent les femmes. Voilà, donc il faudrait peut-être qu'on se réunisse entre associations, mais il y a quelque chose, il faut que ça soit efficace. Et là, on a l'impression, enfin, je ne sais pas, Catherine, ce que tu en penses, mais il y a quand même ces réunions du comité de suivi de la loi où on a redit les choses, et les choses sont transmises au niveau des rendez-vous qu'on a eus, nous, avec des conseillers du ministère, là, entre fin décembre et le mois de janvier. Ils ont conscience de la situation. Voilà. Donc peut-être que dans 2-3 mois, on parlera carrément autrement et qu'on dira oui, on fait cette pétition en espérant qu'elle ait beaucoup de signatures. On se positionne plus de façon à agiter les choses ou pas. Je ne sais pas. C'est un peu compliqué. Oui, il faut distinguer les situations dites de discrimination des dysfonctionnements, en fait, les délais qui sont très longs. Ça, c'est pas lié forcément à des situations de discrimination. Donc, on peut constater, selon les endroits, un dysfonctionnement, effectivement, dans l'accès aux dons et dans la prise en charge. Et puis, on a pu constater aussi, notamment au tout début, dans le courant de l'année 2022, à des attitudes très étranges, très étonnantes du personnel médical, dans la réception, par exemple, des couples de femmes ou, plus cruellement encore, des femmes célibataires. Bon, ça sont des situations de discrimination qui devraient effectivement donner lieu à des recours ou à des saisines du défenseur des droits. C'est très différent, évidemment, pour les problèmes de dysfonctionnement. On va plutôt rechercher, comme tu le disais, Virginie, à faire des remontées et à faire en sorte que les choses s'arrangent, ou en tout cas qu'il y ait une prise de conscience sur ces dysfonctionnements-là, qui sont bien souvent liés à des problèmes de manque de personnel, des problèmes, on va dire, structurels. Donc voilà, donc on n'est pas forcément en mode combat pour dénoncer des discriminations. Quand on les a constatées, effectivement, et on en a constaté, on a fait des remontées plutôt directes, c'est-à-dire aux personnes concernées ou les personnes auteurs d'eux ou leurs autorités hiérarchiques. Ça s'est placé plutôt de cette manière-là. Et pour le défenseur des droits, eh bien, oui, effectivement, mais ça relèverait pile poil du défenseur des droits si la situation perdurait. Donc, on fait une forme de collection des événements. Et ce qui relève de la discrimination pourrait donner lieu à une saisine du DDD, mais on a aussi bien d'autres soucis qui sont l'accès effectif en fait à la PMA dans des délais raisonnables. Alors là, on est en train de discuter au niveau macro-politique, mais au niveau individuel, du coup, du fait de ces dysfonctionnements, notamment, est-ce qu'on a le droit de s'inscrire à 2 centres d'AMP différents, voire 3 en France? Et une autre question, est-ce qu'on a le droit d'être inscrit en même temps à un centre d'AMP à l'étranger et à un centre d'AMP en France? On a le droit. Mais si tu le dis, il ne faut pas le dire. C'est fichu. Petit tips. Voilà. Faites, mais ne dites pas. Alors, c'est vrai qu'on avait remarqué alors je ne sais plus dans quel coin c'était, je pense que c'était dans le sud-ouest, je pense, qu'il y avait un imprimé à remplir quand on voulait partir en PMA en France, à cet endroit-là précisément, disant qu'on s'engageait à ne pas, en parallèle, entreprendre un parcours à l'étranger. Donc on avait remarqué ça et on s'était dit non mais ça c'est absolument n'importe quoi, et on avait fait une remontée au centre concerné. Donc comme dit Virginie, non, on peut évidemment le faire, mais il va y avoir des réactions évidemment plus ou moins sympathiques, voilà. Donc bon.
c'est peut-être pas forcément conseillé. Et puis surtout, c'est vrai qu'au niveau de l'accès aux dons, c'est assez problématique parce qu'il y a une réserve déjà qui varie en fonction des endroits. Et postuler à plusieurs centres et donc réclamer finalement 3 fois l'accès aux dons, c'est pas tout à fait fair-play, on va dire, et ça contribue pas forcément à arranger les choses du point de vue de la pénurie, de la dite pénurie du don de gamètes. À ce sujet-là, il faut quand même dire aussi que lorsque la loi a été promulguée, l'Agence de biomédecine a fait une campagne quand même pour générer évidemment un petit peu plus de dons. Ça avait eu, je crois, un effet immédiat, pas conséquent mais notable. Ce qu'on regrette, c'est qu'elle ne soit pas maintenue, cette campagne, parce que en fait, ça fait déjà plus d'1 an, je pense que ça a été lancé. Et si on veut vraiment qu'il y ait du don, alors il y a bien d'autres choses qui permettraient et qui ne sont pas permis chez nous, mais il faudrait effectivement maintenir notamment ou renouveler cette campagne. Oui, et puis les faire au niveau local, ce qui n'est pas autorisé. C'est-à-dire que chaque centre, dans son bassin de population ou dans son bassin géographique, pourrait faire des campagnes au niveau local, et ça n'est pas autorisé. Alors, merci beaucoup. Je vais rebondir sur une question, donc peut-être même la dernière, vu que l'heure passe très vite. De Marie, l'entretien psy est un gros point noir dans la prise en charge, surtout pour les femmes seules. L'entretien est rendu obligatoire, entre parenthèses, pas dans la loi, et souvent 2 pour les femmes seules. Est-ce normal? Il faut commencer par le début, hein. Virginie, quelle est la situation? On regarde cet entretien psy déjà avant la promulgation, avant l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Il y en a toujours eu, mais ça a toujours été un moment compliqué parce que c'était vécu comme pas comme un temps et un espace où on va pouvoir se poser et réfléchir à ce que ça implique de devenir parent via le don de gamètes, ce que ça bouscule ou pas chez moi, chez mon conjoint, dans la famille élargie. C'était pas un espace comme ça de réflexion, mais c'était plus considéré comme un espace qui va me dire oui ou non pour l'accès aux gamètes. Et donc, moi, j'ai rencontré des gens qui sont passés à travers comme ça et qui finalement, au pied de recevoir un don, étaient complètement en panique, perturbés, ils voulaient tout annuler et tout ça, parce que justement, cet espace n'avait pas été occupé comme il aurait dû être occupé de voilà, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que c'est cette histoire du don, qu'est-ce que ça va faire pour mon enfant, comment je vais me positionner dans ma famille. Donc ça a toujours été vécu comme ça, comme un espace de contrôle où on va avoir le sésame ou pas l'avoir. Ce qui n'est pas du point de vue des professionnels, c'est pas vécu comme ça, mais du point de vue des patients, c'est vécu comme ça. Et pourquoi c'était vécu comme ça? Parce que ce qui était entretenu aussi déjà avant, c'est oh là là, il y a une pénurie de dons de gamètes, il n'y a pas beaucoup de donneurs, il n'y a pas beaucoup de donneuses. Donc presque, tu vois, quand tu pouvais accéder à des gamètes, c'était tu avais réussi à passer toutes les épreuves et tu étais un peu un élu. Et moi, j'ai toujours trouvé, au niveau de l'association, on a toujours dit il faut que cet entretien psy soit pensé autrement pour justement laisser la possibilité aux gens qui ont des questions, qui ont des interrogations, qui sont complètement perdus avec cette histoire du don qui vient de leur être annoncée, auquel ils n'avaient pas pensé, et qui redéfinit tout un tas de choses, puisse être vraiment le temps de l'élaboration, de la réflexion, pour arriver au transfert et puis après à la grossesse et à la parentalité dans les meilleures conditions possibles. Et là, ça se reproduit pour les femmes, pour les couples de femmes et pour les femmes seules encore plus intensément, parce que finalement, les couples de femmes, c'est un couple. Et ça change déjà beaucoup de choses. Alors voilà, il y a eu plein de débats sur oui, les lesbiennes, tatati, tatata, mais il y a une forme de normalité qui est le couple. Alors que les femmes seules, elles viennent poser des questions sociologiques qui sont qui sont nouvelles et que les gens n'ont pas réfléchi et qui viennent percuter les représentations des uns et des autres. Et c'est très compliqué. Il faut savoir qu'en Belgique, les entretiens psy sont... on peut vous dire non.
C'est-à-dire, on peut vous dire, ah ben non, madame, et je crois que même dans certains centres, sous un certain âge, la psy, le don n'est pas accordé. En France, normalement, l'entretien psy est censé être là pour aider la personne à poser ses questions, à élaborer ses interrogations sur sa parentalité. En fait, je pense que ce qu'il faut aussi relever, c'est que, à mon sens, c'est qu'en fait, les parcours ont été uniformisés pour le coup et n'ont pas été singularisés. C'est-à-dire que le parcours qui va être suivi par un couple de femmes a été dupliqué purement et simplement du parcours d'un couple hétéro qui a une infertilité médicale et non une infertilité sociale. Et aujourd'hui, il y a des limites en fait à cette duplication qui sont, enfin, alors je parle d'un couple de femmes, c'est valable aussi pour une femme seule, hein, évidemment, mais du coup, il y a des limites à cette duplication qui est que on impose, par exemple, une stimulation par injection sur un parcours PMA, alors que, enfin, dans un couple de femmes ou avec une femme seule, alors qu'il n'y a pas d'infertilité médicale diagnostiquée à la base. Donc, il y a plusieurs points, en fait, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a plusieurs points qui coincent, en fait, où on se rend compte qu'il faudrait singulariser chaque parcours. Cette question excuse-moi, cette question d'imposer un traitement hormonal, ça se pose aussi dans les couples hétéros. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont en couple avec un homme, monsieur est infertile, a des problèmes, mais madame a rien. Elle est tout va bien. Mais on lui impose quand même les injections, on lui impose de passer au bloc pour faire une FIV. Et nous, c'est quelque chose qu'on essaye de remettre en question. C'est-à-dire, il faut arriver à penser l'assistance médicale à la procréation autrement et se dire que les femmes, elles n'ont pas à tout supporter et à vivre des choses qui pourraient être évitées et évitables. Mais bon. Je voulais compléter pour dire de ce qui ressort des entretiens post-enquête qu'on est en train de réaliser avec Hélène Malmanche. En fait, il y a des pays où justement qui favorisent les inséminations sur cycle naturel, donc déjà ça. Et par rapport à l'entretien psychologique, ça dépend aussi des pays, parce que Virginie, tu parlais de la Belgique, effectivement, il y a certains centres en Belgique, ou peut-être tous, hein, ça j'ignore, qui imposent, parce que c'est vraiment imposé, c'est pas un choix, un entretien psychologique. Mais il y a d'autres pays où en fait cet entretien il est au choix et à la demande en fait des personnes qui s'y rendent. Donc il y a vraiment une variation aussi par rapport à ces entretiens, ne serait-ce qu'en Europe, quoi. En tout cas, ce qui est à retenir et de ce que disait Virginie tout à l'heure, c'est que cet entretien psy, ça ne devrait pas être une épreuve. Et en fait, je te demandais, Virginie, avant qu'on parle des couples de femmes ou des femmes qui subissent ces entretiens psy, comment ça se passait en fait pour les hétéros avant, pour voir s'il y a une différence aujourd'hui avec ce que vivent les couples de femmes ou les femmes célibataires. A priori, dans le principe, on vit pas forcément des choses très différentes. Mais on a vu dans la pratique qu'en réalité, ces entretiens psy se transformaient, en tout cas dans la perception effectivement qu'avaient les patientes, en véritable épreuve. Ça n'était pas évidemment, elles ont l'impression d'être évaluées psychologiquement, d'être jugées, et ça c'est ou un problème totalement de relation, de présentation de cet entretien psy qui n'a pas cette vocation-là, qui ne peut pas être un motif de rejet de l'accès à la PMA, ça ne l'est pas d'ailleurs. Mais ça peut être vécu comme ça. C'est qu'à l'issue des entretiens psy, il est arrivé qu'on dise, bon, ben, votre projet, on va le revoir dans quelques temps. Il y a une possibilité, effectivement, de renvoyer, effectivement, le projet sans le rejeter, mais de le renvoyer. Et donc, si, effectivement, on observe ce genre de situation-là, on est dans l'anormalité, évidemment, au regard de la loi, parce que c'est pas du tout ce qui était envisagé, ce qui normalement était envisagé. Mais de tout temps, on a un petit peu quand même l'impression que cette épreuve psychologique, cet entretien psychologique était une épreuve pour tout le monde et a fortiori aujourd'hui, et notamment pour les femmes célibataires qui, comme tu le disais Virginie, mais on a l'impression de rejouer la loi bioéthique qu'on a, en tout cas ce qu'on a entendu durant la loi bioéthique pour l'accès à la PMA pour les femmes célibataires, ça se rejoue lors de l'entretien psy. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est insupportable, en fait. Et les couples de femmes sont peut-être un petit peu mieux traités
dans le cadre de ces épreuves-là, au regard du fait que leur projet est pensé tellement bien et depuis tellement longtemps que finalement c'est moins grave. Mais voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut nous, les associations, nous surveillons évidemment et nous vérifions que ces entretiens psy ne se transforment pas en épreuves de sélection. C'est d'ailleurs ce que disait Marie dans le chat. Il y a des psys très durs avec les femmes seules. Les retours sont des fois scandaleux. Ah oui. Eh ben, quand il y a des retours trop scandaleux ou scandaleux tout court, il faut le faire remonter aux différentes associations pour qu'on puisse, nous aussi, en parler dans les instances dédiées à ça. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que en termes d'études sociologiques, je trouve que là, il y a vraiment quelque chose sur la place des femmes dans la société, leur rôle reproductif, les injonctions qu'on peut leur faire ou pas, les contrôles qu'on peut vouloir exercer ou pas sur leur corps, sur leurs choix, sur leurs décisions. Je trouve que là, avec cette histoire-là, ça s'intensifie et j'espère qu'il y a certains de vos collègues qui travaillent sur ces sujets-là, parce que franchement, c'est énorme comme terrain d'étude, je trouve, et ça pose vraiment des vraies questions. Alors, évidemment aussi sur la place des hommes, parce que s'il y a tant de femmes seules ou tant de femmes qui font des enfants sans homme alors qu'elles voudraient éventuellement être avec un homme ou pas, sociologiquement, je trouve que ça pose des questions très intéressantes. C'est des questions qu'on retrouve un peu dans toutes les thématiques qui touchent la santé sexuelle et reproductive. Si on pense à la contraception, par exemple, c'est exactement le même modèle. C'est les femmes qui portent complètement la charge contraceptive, alors qu'a priori, il n'y a pas de raison que toute la contraception soit orientée sur les femmes. D'ailleurs, ce n'est pas comme ça dans tous les pays. Il y a des pays où il y a beaucoup plus de contraception masculine, le préservatif, la vasectomie, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, en France. Donc, ce n'est pas une réalité qu'on retrouve partout. Donc, effectivement, c'est des études sociologiques qui intéressent pas mal dans l'unité, et Virginie en particulier est sur cette thématique, ainsi que d'autres chercheuses. Mais c'est vrai que la question de la place des femmes se retrouve un peu comme un fil rouge dans toutes ces thématiques. Et sur la PMA, c'est vraiment criant. Et moi, je fais toujours aussi le parallèle avec le droit à l'adoption que les femmes seules avaient obtenu au moment de la Première Guerre mondiale, je crois, si je ne suis pas trop nulle en histoire. Et là, c'était passé comme une lettre à la poste. Il n'y avait plus aucun homme, donc les femmes on était bien contents de les trouver pour s'occuper de tous les petits orphelins de la guerre, et on leur a donné l'autorisation d'adopter alors qu'elles étaient seules. Et voilà. Et là, aujourd'hui, des femmes qui veulent des enfants seules, ou peut-être avec quelqu'un, mais en tous les cas, elles n'ont pas trouvé la personne avec qui faire l'enfant, donc elles se lancent dans la démarche toute seule. On vient les juger, les empêcher, les critiquer, et je trouve ça très interrogeant et à la fois un terrain d'étude très intéressant. Et je me demande aussi si ça ne reflète pas la discussion du début, c'est-à-dire on n'avait pas du tout anticipé ça, parce qu'on n'a juste pas d'études et pas de données. Et je pense que probablement les professionnels et le gouvernement et le ministère n'étaient pas du tout préparés juste à ce mouvement. Et donc, il y a un effet peut-être aussi ils n'ont pas réfléchi à la question juste. Et donc c'est tous les a priori, les stéréotypes dont on est tous porteurs ressortent finalement. Et effectivement, on a du mal à accompagner et à recevoir les femmes seules actuellement. Je vois l'heure tourner, donc je pense qu'il faut conclure, mais je ne voudrais pas qu'on finisse ce live sur cette touche négative, donc dire aussi qu'il y a plein de personnes qui sont très ouvertes sur toutes les parentalités possibles, tous les choix reproductifs, procréatifs possibles. Donc, rappeler aussi voilà, que c'est certainement d'ailleurs la majorité des personnes qui sont vraiment dans cette mouvance. Je pense, Aurélien, que je vais donc conclure. Oui, si tout tu à vois fait. plus de questions, et de toute manière, je pense que faute de temps, on ne pourra pas y répondre. On a juste, donc, j'invite. Oui, on a juste Bill le truc qui nous dit merci pour la belle qualité de ces échanges, une super initiative. On est quand même à le noter.
Eh ben, merci beaucoup à cette personne qui a écrit ça. Merci à vous toutes et tous d'avoir assisté à ce live. Alors, si vous avez besoin d'informations, vous avez bien compris, si vous avez recours ou avez le projet de recourir à une aide à la procréation, voilà, vous pouvez contacter l'APGL, le collectif BAMP et le collectif Famille. Il y a d'autres associations aussi, donc n'hésitez pas à vous adresser à ces associations. Et si vous voulez participer, enfin vous devez participer à l'étude, vous aurez l'adresse internet, vous aurez juste à aller sur cette adresse pour aller sur le questionnaire en ligne. Donc la durée dépend vraiment de votre parcours, donc c'est difficile pour nous de vous dire, mais voilà, tout ce que vous pourrez, si vous participez, vraiment, ce sera vraiment utile à la fois pour la connaissance et aussi pour les pouvoirs publics et pour les associations pour mieux comprendre en fait tous les parcours de PMA. Je vous remercie. Merci à toutes les quatre d'être. Merci à Aurélien. Merci, aussi. merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui. Bonne soirée. Alors c'est bon, tout est coupé.